on va corriger les questionnaires 7. Alors, ici, il fallait donc... Ah oui, c'est bon, ça marche. Ici, il fallait donc donner un intervalle ouvert de centré en 0, tel que donc la probabilité que grand X appartenait à cet intervalle est égale à 0,7. Donc, la bonne réponse, elle est là. Donc ça, c'est juste. Ok. Donc là, c'est juste. Je vais mettre en vert. Donc ça, c'est juste. Après, il y a eu des petites erreurs. Donc, première erreur, c'est ici. Quand on essaie de transformer le problème comme ça, ici, en un problème comme ceci, parce que ça dépend de votre modèle de calculatrice, là, ça ne marche pas. Je vous rappelle que le cours, il dit que, je l'ai justifié, que quand j'ai ça, mettons, et c'est là que je vous ai mis en garde, c'est égal à 1 moins alpha. Ça, c'était équivalent à P de x inférieur à u est égal à 1 moins alpha sur 2. Donc, l'élève ici applique la formule, mais le alpha, c'est pas 0,7. D'accord? Si là, j'ai 1 moins alpha, ben, le alpha que je vais mettre ici, c'est pas 0,7. D'accord? Donc là, il faudrait donc prendre, alpha, c'est... Oula, qu'est-ce que j'ai du mal aujourd'hui. C'est 1,7, pardon. Alpha, c'est 1,7. Donc là, ce serait plutôt 1,7. Ok? Donc attention ici, quand vous transformez votre problème, il faut bien veiller à utiliser le bon alpha. Donc l'élève en dessous a très bien fait la transformation, a bien mis 1 moins alpha, d'accord? Et donc, il a bien écrit ceci là, donc là c'est très bien. Il a bien vu que alpha c'était pas 0,7. Et donc on voit bien que si 1 moins alpha est égal à 0,7, alpha lui est égal à 1,7. Ok? Et on le retrouve. Alors du coup là, alors c'est pas très clair. C'était pas... Le alpha? C'est ça que tu me poses la question, Tina? Oui. Bah, si 1 moins alpha est égal à 0,7, bah, si tu veux, c'est une équation du premier degré. Si 1 moins alpha est égal à 0,7, combien vaut alpha? Ah non, pardon. Ah, pardon, je me suis trompé, c'est pas 0,7, je me suis trompé, c'est 0,3, pardon, je me suis trompé. Non, mais c'est moi, c'est 0,3, tu as raison. Donc 1 moins 0,3, ça fait bien 0,7, c'est moi qui me suis trompé. Pardon. Donc alpha est égal à 0,3, et donc là, ici, je vais mettre, est égal à 1 moins 0,3 sur 2. Donc, et pas 0,7 sur 2. Ok? Donc ça doit faire 0,87. Oui, c'est bon parce que ça doit faire. Donc ça fait donc 0,85, c'est bon. Et donc on a ça. Et là, ça c'est la bonne chose à taper sur la calculatrice. Vous mettez donc un normal ou je sais pas ce que vous mettez et vous cherchez la probabilité. Vous cherchez l'intervalle du coup pas centré mais l'intervalle du type moins l'infini u, tel que la probabilité que x appartient à cet intervalle là soit de 0,85. Et c'était donc à peu près 1,03 ou 0,36 si on voulait être un peu plus précis. C'est bon? Donc attention quand vous utilisez donc cette formule, utilisez bien le bon alpha. Ça c'est le piège, ça arrive très souvent au début et même après souvent on retient seulement ça, mais que c'est 1 moins alpha sur 2, mais le alpha c'est quand c'est égal à 1 moins alpha. Et je vais vous expliquer pourquoi on présentait comme ça, parce que alpha ça représente en fait le risque en général par rapport le risque d'erreur par rapport aux probabilités qu'on obtient. Pas de questions? Capture d'écran. Lucas est revenu, donc il pourra me faire ces belles captures d'écran. Je vais mettre pause d'abord, comme ça au moins. Alors, ici, il fallait donc trouver l'intervalle tel que la probabilité que x n'appartienne pas à cet intervalle soit égale à 1 tiers. Et j'ai mis, c'était pas dans l'exercice, mais j'ai précisé parce que je savais que ça allait poser problème, qu'il fallait donc, votre calculatrice ne sait pas résoudre ce genre de problème, mais c'est résoudre ce genre de problème-là. D'accord? En plus, la plupart d'entre vous ne m'ont pas explicité l'intervalle. Ils m'ont juste dit les valeurs de U. J'aurais voulu quand même l'intervalle. Je ne vais pas sanctionner, mais je crois que je l'ai mis en remarque et dans le commentaire. Donc ici, si on regarde bien le travail de cet élève, donc je vais agrandir pour peut-être qu'on voie un peu mieux. Dès le début, c'est déjà faux, malheureusement. Parce que l'élève part du principe, c'est une fille, je le sais, et part du principe que x appartient à i égale 1 tiers. Ben non, c'est x n'appartient pas à i qui est égal à 1 tiers. Donc déjà, dès le départ, c'est faux. Alors, ici, c'est n'appartient pas.
Attention. Ok. Donc, il faut les transformer d'abord ce problème-là. Donc, par exemple, on avait donc P de x appartenant à i. Donc, c'est égal à 1 moins x. P de x n'appartient, la probabilité que x n'appartient pas à x. Et comme x vaut 1 tiers, P de la probabilité vaut 1 tiers, pardon. Donc, ça fait donc 1 moins 1 tiers et ça fait 2 tiers. Du coup, il fallait donc un intervalle centré en 0 fermé. Donc on cherche i, il est de la forme comme ça. Je rappelle i, il est centré. Donc on va chercher u de cette forme-là. Un intervalle. Donc on va chercher la probabilité que x, si vous voulez, est inférieur ou égal à, enfin entre moins u et u, pardon. C'est égal à 2 tiers. Donc ça c'est pour les TI, d'accord, 83. Pour les autres calculatrices, les Casio par exemple, ou les TI 82 et en dessous, voilà. Donc là, on fait donc la manip à la calculatrice. Sinon, il faut convertir ce problème. Je vous rappelle que ceci là, je rappelle le cours ici, là, que j'ai écrit tout à l'heure, mais je vais le réécrire. Quand j'ai P de x qui est compris ou inférieur ou égal, je rappelle que ce soit strict ou large, les inégalités, ça ne change rien. Quand j'ai ça, et c'est 1 moins alpha, d'accord, ça c'est équivalent à P de x inférieur ou égal à u avec 1 moins alpha sur 2. Je l'ai démontré dans le cours, pourquoi c'était 1 moins alpha sur 2. Parce que je rappelle aussi que P de... ça vient de ce fait-là. C'est quand même bien de savoir de démontrer en fait que P de... ça vient d'ici. Que cette probabilité, c'est P de 2 fois la probabilité que x inférieur ou égal à u moins 1. Donc si on met cette expression là dans celle-ci et qu'on s'arrange pour avoir ça, on obtient 1 moins alpha sur 2. Donc ici, il faudrait que je mette du coup 1 moins alpha. D'accord? Donc Monsieur, il était page combien du livre, page 400 à 414. Merci. Ça c'était Ava. Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, alpha, non. 1 moins alpha, et pas alpha. 1 moins alpha est égal à 2 tiers. Donc, combien vaut alpha? Qui c'est qui a une proposition à me donner? 1 tiers. Voilà. Tout simplement, voilà en plus. Du coup, donc, quand j'ai P de ceci, je cherche grand X, la probabilité que grand X soit entre moins U et U. Si c'est égal à 2 tiers, c'est équivalent à chercher un U, tel que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à U, c'est égal à 1 moins alpha sur 2, c'est-à-dire 1 moins, donc 1 sixième, c'est-à-dire 7 sixièmes. Non, pas 5 sixièmes, pardon. Pourquoi je dis 7, moi? J'ajoute 7 sixièmes. Et du coup, ça, c'est plutôt pour les... C'est bon? Je ne me suis pas trompé? Oui, c'est bon, 6 moins 1, 5. Ok. Ça, c'est plutôt pour les TI-82 et Casio, je crois. Toutes les Casio ou certains modèles de Casio, je ne sais pas. Je ne connais pas toutes les marques. Donc là, il y a une petite transformation à faire. Donc, normalement, après avoir fait ça, vous trouvez U avec la calculatrice. Alors, première capture d'écran, peut-être. On va faire comme ça. Et je vais rajouter que là, du coup, c'est à revoir. Ok. Une première capture d'écran. Ensuite, donc avec la calculatrice, on trouvait donc avec la calculatrice, alors quel que soit le modèle, hein, donc quel que soit le problème comme on vous l'avait posé, soit sous cette forme-là, soit sous cette forme-là. Donc ça dépend de votre calculatrice, qu'est-ce qu'elle sait faire. Calculatrice. On trouve, si je me trompe pas de mémoire, parce que j'ai pas, U égale 0,96, c'est ça ou pas? J'ai raison ou j'ai pas raison? Ou je sais plus. Ah merci. Ah ben oui, ben j'étais pas loin, donc on va mettre un 7, encore mieux. Et ainsi, ben, l'intervalle cherché, l'intervalle I, il était fermé, centré en 0, c'est donc lui, moins 0, enfin c'est à peu près ça bien sûr. Moins 0,967. 0,967. Merci Lucas. Mais
Monsieur, Oui. du coup j'ai là, j'ai vu une autre méthode pour le c'est en fait on sait que la probabilité que x n'appartienne pas à l'intervalle il est un tiers et du coup on pose l'intervalle i égale et du coup si on découpe cet intervalle en deux, si on coupe l'intervalle ouvert en deux, sur le schéma c'est on prend juste Voilà. une des parties là. Celle-ci, par exemple. Bah l'autre du coup. L'autre. Parce que du coup ça, la probabilité que x soit dans cet intervalle, il est de la probabilité qu'il ne soit pas dans l'intervalle i. Ah oui, ouais, on peut faire. Là, on peut, oui, grâce à la figure, on pourrait chercher cette aire-là, si tu veux, et ça, du coup, c'est la moitié de ce qu'on cherche. Voilà, c'est vrai. Et du coup, ça c'est moins ce que nous donne la calculette, c'est moins vu, et la calculette c'est moins 0. Oui, il y a plusieurs manières. Donc, si on voulait faire si on voulait partir de ce graphique et se dire qu'on cherche l'intervalle finalement qui est ici, finalement, on cherche là, sachant que quand il n'appartient pas à cet intervalle, il appartient donc à cet intervalle-là. On pouvait s'amuser à chercher cet intervalle-là. Et une fois qu'on l'a trouvé, eh ben, on avait le moins u, comme dit Loïc, puis après on avait le u. On avait il y avait franchement, si vous maîtrisez bien le graphique, c'est pour ça que le graphique est important, on peut faire pas mal de choses. Si vous n'arrivez pas à retenir les formules, le graphique, il peut vous aider et on peut y arriver sans. Deuxième capture d'écran, pour le bas, je crois. Ici, alors, il y a beaucoup d'élèves qui... il y a eu quelques erreurs. Il y a beaucoup de mélanges. Donc, évidemment, une très grande majorité a fait juste. Donc, c'est assez rassurant. Mais quand même, il y a quelques élèves, et c'est à eux que je m'adresse essentiellement. C'est comment utiliser la calculatrice. Alors, quelqu'un m'a fait l'effort d'écrire exactement ce qu'il a tapé avec la calculatrice. Et là, ça ne va pas. Et encore une fois, ça ne va pas parce que c'est les résultats obtenus. Vous devez quand même vous questionner pourquoi vous trouvez 0 et 0 et 1. C'est pas... Là, ça veut dire que 100% des gens, ou bien on va dire 99% des gens, ont une IMC inférieure à 18,1. Bon, ça paraît un peu bizarre qu'on est presque à 100%. Sachant que l'IMC moyen est de 25, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, il faut se poser la question. Il faut s'interroger. Et quand on s'interroge, soit on me contacte, ou alors on regarde des tutos sur le web pour comment bien utiliser la calculatrice. Et voilà, il faut réagir. On peut pas donner ça comme réponse, c'est pas satisfaisant. Et en plus, c'est pas la même fonction, mais en plus, oui, j'ai vu ça, oui, j'ai oublié de le dire, j'avais vu ça. Je comprends pas. J'ai pas tapé à quelque chose que ça faisait, mais voilà. Donc, je vais revenir là-dessus et vous proposer après une correction juste après. Donc là, vous avez la loi normale d'espérance. Donc, on a ceci, la loi normale d'espérance 25,5 et d'écart type 4. Et là, on met 4 au carré. Donc, certains, ils m'ont mis 16. Mais oui, mais ce qui compte, c'est bien l'espérance. Ce qui compte, c'est ça. Non, c'est mu, pardon, c'est pas sigma. Et c'est l'écart type, c'est 4. Donc, 16, je m'en fiche, en fait. Parce que c'est pas intéressant. Je vous rappelle que 16, l'écart type au carré n'a pas la même unité que la variable aléatoire. Du coup, c'est moins... En termes d'interprétation ou d'exploitation, ça n'a pas trop de valeur. D'accord ? Ça permet juste d'évaluer la distance par rapport à la moyenne, mais c'est tout. Mais là, l'écart type, c'est mieux. Allez savoir pourquoi ils veulent absolument mettre ici la variance, je ne sais pas. Moi, je mettrais juste 4 si j'avais à choisir, mais peut-être qu'il y a des subtilités que j'ignore. Mais bon. Maintenant, ici, quand on fait normal frep, donc ici, si on regarde le petit a, effectivement, ici, je vais mettre ma borne sup. Ma borne sup, là, c'est le max, si vous voulez. La borne supérieure, c'est le max. Là, je mets le min, comme il est infini, le min, effectivement, je mets moins 10 puissance 6. Mais là, là c'est pour la loi, là ici, vous mettez mu et sigma, et quand vous avez la loi normale centrée réduite, effectivement, l'espérance, elle vaut 0, et l'écart type, il vaut 1. Mais là, on ne peut pas mettre 0,1 ici, il faut mettre, justement, 25, j'imagine, 0.5, si on veut respecter le formalisme de la calculatrice, et là, on mettrait 4. Et du coup, là, on ne trouverait pas ça. Et là non plus. Et au passage, ici, c'est tout ça, c'est... Là, c'est pas bon, d'accord ? Pour le petit b, donc là, c'était le petit a. Le petit b, vous avez les bornes, le max 30 et le min 25.
Donc là, c'est toujours pareil. Là, je mets 25, c'est le min. Et là, je mets le max, c'est 30. Je rappelle que les inégalités soient strictes ou larges, ça ne change rien. Donc, si j'ai mis inférieur ou égal, ce serait exactement la même chose. Donc, là, donc on peut dire même que c'est un max parce qu'il est atteint. Et là, pareil, on met pas du tout 0,1, c'est pour quand c'est centré réduit. Là, c'est quand c'est d'espérance 25,5 et d'écart type 4. Là, c'est pareil. Là, on met toujours le min et là, le max. Ici, c'est supérieur strictement à 30, donc c'est 30 le minimum. Et le max, il n'y en a pas, donc c'est infini si vous voulez. Mais pour la calculatrice, si vous mettez 10 puissance 6, ça suffit largement. D'accord? Et là, toujours même erreur, on ne met pas 0,1. On avait mis 0,1 en début de chapitre parce qu'on travaillait avec la loi normale centrée réduite. Là, on est dans le cas général, donc il faut faire attention. Capture d'écran, pour ça, c'est important. Les résultats viendront après puisque j'ai une correction d'un élève juste en dessous. Donc ici, on a bien l'IMC sur la loi normale, donc d'espérance 25,5. Alors là, petit défaut, mais il a raison de voir ça comme ça, mais c'est vrai que j'ai pas vu le défaut. Mais là, je mettrai, parce que moi j'ai envie d'écrire comme ça. Mais il faudrait mettre 4 au carré si on veut respecter la notation de la loi normale. Mais c'est 4 qu'il faut retenir, ça c'est vrai. Donc l'IMC, alors ce qui manque aussi souvent, c'est l'interprétation. Il y en a qui ne savent pas interpréter. Il y en a qui m'ont mis 40%, ou non. Il y a un élève qui m'a mis ici que ça faisait 0,4%, ou 0,04%. Ben non. Donc là, vous avez ici la probabilité d'avoir quelqu'un d'IMC plus petit que 18,5. Pour trouver le pourcentage, bon, on est en terminale, je le rappelle, mais je vois que c'est pas acquis. On multiplie par 100 pour trouver le pourcentage. D'accord? Ou alors, on écrit que ça, c'est 4 sur 100 à peu près. Voilà, on essaie de mettre une fraction sur 100. Donc on multiplie par 100 finalement ça. Et donc vous trouvez en pourcentage. Donc 4% des personnes en France, voilà, sont en sous-poids. D'accord. Ça c'est, vous voyez, en tout cas, là, très peu d'élèves ont mis une interprétation des résultats. Ça c'était important d'interpréter ce résultat-là. C'était pas écrit aussi. Si c'était écrit. Ah bon? Alors regarde. Alors. Non, c'est pas écrit. Ah non mais je vais vous montrer l'énoncé. Alors je prends une copie d'élève. Alors non, je vais pas prendre, j'ai pas ciblé un élève, après il va se sentir stigmatisé. Alors je vais mettre pause d'abord. Donc il fallait bien interpréter, donc en tout cas il fallait donc donner la proportion. Donc la réponse en fait attendue c'était ça. 4% de personnes sont en sous-poids. Donc là on devait trouver à peu près 0,42, ça faisait 42%, donc de personnes en surpoids. Et donc là 13% des personnes sont obèses, à peu près. C'est bon? Donc on va poursuivre le chapitre. On est dans le grand 3, grand A. Et l'exercice méthode était fait partiellement. Il nous manquait le petit 2. Justement, l'interprétation des résultats. Donc j'ai repris ce qu'on avait fait ensemble. Donc on rappelle quand même le contexte. Une machine à fabriquer des tubes métalliques attendus de 12 mm. Mais le diamètre il varie. Donc parfois c'est plus, parfois c'est moins. D'accord? Donc on sait que cette variable aléatoire grand X qui donne le diamètre des tubes est suit la loi normale d'espérance 12 et d'écart type 0,08. Donc vous voyez que l'écart type, on s'écarte très très peu de la moyenne de 12. D'accord? Vu que c'est ce qui est attendu, c'est normal. Si on a un écart type de 1 ou de 2, ça ferait beaucoup quand même pour une machine. En tout cas, il faudrait la recalibrer pour que ça se passe mieux. Et donc, et on rejette systématiquement les tubes de diamètre inférieur à 11,9 ou bien supérieur à 2,2 mm. Donc là on avait calculé les probabilités, grand X, la probabilité qu'elle soit plus petite, plus grande que 12,2 et entre les deux. Donc vous avez les résultats. Donc on va essayer d'interpréter les résultats obtenus. D'accord? Donc c'est dans le cours ça. Donc normalement ça a été déjà écrit. J'écris en bleu, petit 2. Donc on va interpréter les résultats. Comme on rejette, on va pas interpréter chacun des résultats qui sont là et là, indépendamment. On va regarder quelle est la proportion de tubes qui sont rejetés.
On va regarder ça. Donc, puisqu'on va regarder quel est au contexte. On sait que donc c'est rejeté quand c'est plus petit que 11,9 ou plus grand que 12,2. Ok. Ça, c'est important. Oh là, Nolan, il est face à un enfant de 2 ans. Attention. Non, je n'ai pas de technique. Peut-être lui donner un bonbon. Alors, comment je vais faire? Quelle est la proportion de tubes rejetés? Calculer x entre 11,9 et 12,2. X, t'as dit, pardon, t'as dit quoi? J'ai pas entendu, pardon. Calculer, mais entre la proportion entre 11,9 et 12,2. Oui, donc on va donc techniquement c'est rejeté si x est inférieur à 11,9 ou x est supérieur à 12,2. D'accord? Vous comprenez? C'est bon? Si on regarde ça en termes d'intégrale, d'accord, c'est important de voir un dessin de ça. Donc comme c'est une loi qui est pas normale, attention, enfin qui n'est pas la loi centrée réduite. Ici, l'espérance est de 12, donc là je suis à 12, ça il faut bien comprendre, là je suis à 12 ici, ok. Donc là 0 est quelque part ici. Donc là vous avez une courbe comme ça autour de 12. Et moi je veux donc, ici il y a 11,9. Et là ici il y a 12,2. Je veux la probabilité, si je veux 7R et 7R. Donc ça vous avez bien compris, en faisant le dessin, que c'est la probabilité que x soit plus petit que 11,9, plus la probabilité que x soit supérieur à 12,2. C'est bon? Parce que ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Mais du coup, j'ai plus qu'à additionner les deux. Alors, première capture d'écran, peut-être. Alors, déjà, capture d'écran pour ceux pour voir le contexte. Là. Pour ceux qui ne suivraient pas sur du tout, ni en audio, ni en stream. Nézar est absent. Il m'a pas averti. D'habitude, il m'avertit s'il est absent. Oui? 112. Bah non. Ah oui, 112. Oui, je sais pas pourquoi. Non, merci. Ah non, mais oui. Oui, t'as raison, t'as raison. Je sais pas pourquoi en plus. Ah non, je me suis un peu embrouillé avec les 1. D'accord. Mais très bien, merci Tom. Donc c'est 0,112, pardon. Oui. Là, mais vraiment, je suis très mauvais aujourd'hui en calcul. Et donc, comment on peut interpréter ce résultat? Ça veut dire qu'il y a 11% de chance d'être hors de notre plage. Voilà, 11% des tubes sont rejetés plutôt. D'accord? Donc là, ça veut dire que 11% des tubes sont rejetés. Donc, interprétation. Là, c'est important. Donc, Lucas, il m'a fait... Oui, oui. D'accord, très bien, c'est bon, on est bon. Donc, 11,2% donc des tubes sont rejetés. On aurait pu aussi calculer le pourcentage de tubes acceptés, c'est-à-dire que c'est l'inverse, hein, c'est 88,8, d'accord, des tubes qui sont bons, qui sont pas rejetés. En capture d'écran. Ensuite, on va faire un petit exercice ou pas. Donc, une machine produit des clous dont la longueur moyenne est de 12 mm avec un écart type de 0,2 mm. Vous voyez bien qu'ici, donc l'écart type, et c'est pour ça que je le dis souvent, c'est la même unité. Vous voyez, la moyenne est de 12 mm et l'écart type est aussi de 0,2 mm. Ce qui ne serait pas le cas avec une variance.
Donc c'est pour ça que l'écart type est plus intéressant. Alors, on note la longueur L d'un clou pris au hasard est une variable aléatoire qui suit une loi normale. Donc comme X, grand L, pardon, elle suit forcément la loi normale de paramètres, donc 12 pour de moyenne, et d'écart type 0,2, et donc on mettra au carré. On peut mettre ici, donc ici mu pour la calculatrice c'est 12, et sigma, l'écart type c'est 0,2. Un clou est jugé défectueux si la longueur est supérieure à 12,5 ou inférieure à 11,5. Quelle est la proportion de clous défectueux? Donc ce qu'on va calculer, donc c'est pour être défectueux, or, soit est supérieur, x est supérieur à 12,5, que je mette supérieur ou égal, ça n'a pas d'importance, ou x, il faut qu'il soit inférieur à 11,5. Donc, avec la calculatrice et peut-être même une capture d'écran de Lucas, vous trouvez combien? Je ne l'ai même pas fait. Donc, au passage, comment je calcule ça? Même avec la calculatrice, oui, ce que je me rends compte, même avec la calculatrice, comment je calcule ça? Ben, c'est simple. Enfin, c'est simple. Si je fais un petit dessin, donc, toujours pareil, j'ai mon axe, comme ça. Là, comme ma moyenne, elle est de 12, donc là, c'est à 12. Je vais faire d'une autre couleur. Là, j'ai ma courbe de Gauss, comme ça, mais centrée, enfin, avec comme axe de symétrie, la droite x égale 12. Et donc, moi, je veux supérieur à 12,5. Et je veux inférieur à 11,5. Donc, soit ça, je peux dire, je pourrais faire comme ça. Hein. Je pourrais dire que ça, c'est égal, finalement, à 1 moins... Alors, enfin, première possibilité, j'ai calculé cette probabilité en rouge plus celle-ci. Ou alors, je passe au complémentaire, c'est vous qui voyez. Vous préférez quoi? Passer au complémentaire ou calculer séparément les deux probabilités? Calculer séparément. Je vais quand même le préciser, le égal ici, et je vais prendre celle de Tina, je crois. Donc soit j'écris 1 moins P de X appartenant à l'intervalle donc 11,5, 12,5. Ou alors, je fais tout simplement que c'est P de X inférieur à 11,5 plus P de X supérieur à 12,5. Vous voyez? Donc, ce qui est bien avec la première, c'est que la calculatrice vous donne directement, si vous tapez le résultat comme ça, vous avez au moins la première probabilité. Là, on doit additionner les deux. Donc, on calcule à la calculatrice. Ça fait donc, on va utiliser P de X inférieur à 11,5. Ça fait combien à peu près? Comme ça, si je le fais. Personne ne l'a mis sur l'écran. Bon, inférieur. Hop, plutôt comme ça. Et je crois que j'ai pas mis centré réduit, mince. Hop. Non, j'ai mis centré réduit. Donc 12 d'espérance et 0,2 d'écart type. Je vais mettre pause d'ailleurs, c'est inutile. Donc on remarque qu'on a le même résultat pour P de X inférieur à 11,5 et P de X supérieur à 12,5. Et ça c'est normal, puisque je vous rappelle que comme la moyenne ici est de 12, donc l'axe de symétrie, la droite qui fait l'axe de symétrie, c'est la droite x égale 12. Donc sur cette droite-là, vous avez une symétrie. Donc comme je mets 12,5, on s'écarte donc de 0,5 de la moyenne par au-dessus. Et 11,5, on s'écarte de 0,5 par en dessous. Donc les aires ici, à gauche et à droite, de 12, sont forcément la même valeur. Donc on trouve normalement exactement les mêmes décimales. Enfin, là j'ai arrondi à 0,06, mais on a trouvé les mêmes décimales dans ce résultat-là, comme dans le résultat de la probabilité que x soit supérieur à 12,5. Donc au final, quelle que soit la méthode, alors peut-être pour ceux qui auraient fait l'autre méthode, vous avez trouvé, j'imagine, combien ici x, donc x appartenant à 11,5, 12,5. Vous avez trouvé à peu près combien? Bon, je vais le faire. 11,5, 12,5. On trouve à peu près 0,98. Là, je mettrai un 8. J'arrondis au supérieur. Vous avez trouvé ça, ceux qui ont fait la méthode? Donc, quelle que soit la méthode,
on trouve, donc on a que la probabilité que x soit supérieur à 12,5 ou que x soit inférieur à 11,5, c'est égal à 0, là je me trompe pas, 0, à peu près 0,012. Mais ça, c'est pas fini. Si vous pensez avoir terminé, c'est pas le cas. Maintenant, il faut quelle est la proportion de clous défectueux. Alors, quelle est la proportion de clous défectueux? Personne veut répondre? Faire un pourcentage. Faire un pourcentage. Oui. Un demi. Donc ici, donc la probabilité trouvée, si on le transforme en pourcentage, on multiplie par 100, ça fait donc 1,2% des clous sont défectueux. Ça, c'était pour la question 1. Merci Lucas. Maintenant, question 2. Pour un clou être défectueux pris au hasard, quelle est la probabilité que sa longueur soit inférieure à 11,5 mm? J'ai beaucoup de mal. Un demi. Donc, Multiplier la probabilité qu'un clou soit défectueux par la probabilité qu'il soit inférieur à 1,5. là ici, on va plutôt, comme l'a dit Tom, c'est des probabilités conditionnelles. Donc, est-ce que vous connaissez, donc là je rappelle le cours ici rapidement, le cours. Quand vous avez la probabilité de A sachant B, là, comme ça, non, là c'est de B sachant A d'ailleurs. Donc, quelle est la probabilité ici? Ça vaut combien, littéralement? C'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Non, de A, pardon. Tout le monde est d'accord ou pas? Ou il y a un petit problème? Ah, Tom, il va écrire quelque chose. Je mets pause en attendant. Là, je vais calculer la probabilité, donc je vais utiliser la formule du cours. Alors, certains disent que ça va faire 0,6, d'autres 0,5, je sais pas. Et là, je vais faire inter. Donc là, ça fait quelque chose de gros. Donc ça va être x inférieur à 11,5. Donc ça, c'est la première intersection de x supérieur à 12,5 ou x inférieur à 11,5. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là? Je trouve que mon cours est pas très beau là. C'est vraiment moche. Je vais isoler. Je vois pas ce que c'est en fait la probabilité de A inter B là. Ah bah justement, justement. Donc là on va regarder ça. Il faut que x soit à la fois plus grand que 12,5 ou plus petit que 11,5 et plus petit que 11,5. Donc qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Il faut que x il vérifie à la fois ça et ça. C'est quoi l'ensemble qui vérifie ces deux conditions? Admettons, vous cherchez quelqu'un qui est, on va dire que c'est des âges. On veut quelqu'un qui est à la fois qui est moins de 11 ans et demi et qui est plus de 12 ans et demi ou qui est plus petit, qui est moins de 11 ans et demi. C'est quoi là? Quelles sont les personnes qu'on recherche? Pas de réponse? Si on regarde bien ici l'ensemble, l'intersection qui est là, j'essaie de la représenter. Là j'ai 11,5, alors je vais peut-être mettre 12,5, j'aurais dû mettre plutôt 12,5. Là je mets 12,5 et là je mets 11,5. Je veux une intersection, c'est un et. Donc je veux à la fois les deux conditions. Je veux qu'il soit ici, d'accord? Et je veux qu'il soit ici ou ici. Bah forcément, c'est forcément que cet ensemble qui m'intéresse. Vous avez compris? Je sais pas si je suis très clair. Je me rends compte des fois je suis pas forcément très clair. Est-ce que Lucas a compris? Donc je veux une personne qui soit là. Et je veux une personne qui soit là. Alors je vais mettre une autre couleur. Là ou là. Bah forcément, les seules personnes qui vont vérifier ces conditions sont les personnes qui sont ici. Parce qu'elles seront à la fois ici et dans la partie bleue. Et aussi la partie en rouge, là ou là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui, bon, j'espère. C'est pas simple, mais donc ça finalement... cette intersection, elle se réduit à celle-ci. Et au passage, je connais la valeur du dénominateur. C'est à peu près 0,888. Non, c'est moi je trompe de valeur là. C'est 0,012, pardon. Du coup,
il nous reste à calculer la probabilité que x soit inférieur à 11,5. Donc que le clou soit inférieur à 11,5 de diamètre. Ou longueur, parce que la longueur soit... Ah non, en fait, pardon. Déjà, je me suis trompé. C'est pas des x, mais c'est des grands L. Je me rends compte après, quand je me rappelle, j'ai écrit grand L. Donc là, normalement, c'est que des grands L. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas effacer tous mes grands L. Mais d'après l'énoncé, c'était un grand L. Je me rends compte que maintenant. Personne me l'a dit. Alors du coup, je vais calculer... Or, on va calculer la probabilité... Oui. J'ai compris, Ah, d'accord. Alors, je vais le faire. Merci, bonne question. Ça va être mon B. Et ça va être mon A. D'accord? Donc là, j'ai P de A. Et là, ici, j'ai P de A inter B. C'est bon? Oui, c'est toute la ligne. Hein. Ok? Vraiment, je suis pas très fier de mon écran. Je le trouve très brouillon. Bon, là, je sais pas si vous arrivez tous à suivre. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, c'est pas très propre. Des fois, c'est pas forcément. D'habitude, c'est un peu mieux quand même, je trouve. Donc là, je vais calculer la probabilité que x soit plus petit que 11,5. Donc, si je le fais, quelqu'un l'a peut-être fait. C'est quoi déjà les sigma? C'est bien 12,02, oui c'est ça. Donc je change d'intervalle inférieur comme ça. Normalement vous trouvez ici, bon, en fait on l'avait fait, je suis bête, 0,06. C'est vrai qu'on l'avait fait, je vois pas les... C'est bon. Ok, donc ça, si vous voulez, ça va être égal à 0,006 sur 0,12. 0,12. Et ça fait combien ce calcul? 0,006 divisé par 0,012. Et il avait raison, Loïc, en plein dans le mille, 0,5. Et Frédéric avait tort, il m'avait dit 0,6. Donc, moralité, maintenant il faut interpréter 50%. Donc, parmi les clous défectueux, 50% de ces clous ont un diamètre inférieur à 11,5. Donc là, on interprète. Donc, parmi les clous défectueux, capture d'écran, c'est arrêté à où? Ah ben parfait. J'ai fait la phrase. Parmi les clous défectueux. Mais du coup, c'est logique, vous avez la même probabilité supérieure à 12. Oui, oui, tout à fait. Oui, on pouvait déjà le savoir, oui. Sans faire le calcul, on pouvait déjà savoir le résultat. Parmi les clous défectueux, d'accord, 50% ont une longueur inférieure à 11,5. 11,5. À 11,5 mm. Donc voici un petit exercice où là il faut un petit peu interpréter, modéliser, donc déjà modéliser le problème avec la loi normale et du coup après interpréter les résultats, les événements qu'on cherche. Capture d'écran, là je pense que c'est terminé pour ça. Donc on passe au cours. Alors, propriété, donc là ici on est dans le grand C du grand 3, donc du grand B, pardon, du grand 3, 3.2. Donc là c'est ce que je vous ai dit, donc l'écart type, donc c'est l'écart par rapport à la moyenne et c'est des valeurs à connaître. Donc ça c'est en général on vous le donne, hein, c'est pas connaître par cœur, mais si vous le connaissez c'est mieux. Quand je m'écarte de la moyenne, donc là vous avez, je vous rappelle, une courbe, la courbe donc en cloche, liée c'est la fonction de densité liée à la loi normale ici de paramètres mu et sigma carré. Donc elle n'est pas d'axe de symétrie, l'axe des ordonnées. Hein. Donc là l'axe de symétrie il est en l'équation x égale mu, donc où mu est la moyenne donc de la variable aléatoire, c'est-à-dire l'espérance. Et quand je m'écarte de sigma autour de cette moyenne, la région ici, l'air coloré, elle représente 68% de l'air total. D'accord? Je rappelle que l'air total dessous la courbe, c'est 1. Donc là, si vous voulez, l'air ici, c'est 0,68. Et quand je m'écarte de 2 sigma, j'ai plus de 95%. Vous voyez, là, d'ailleurs, c'est pas 68, mais c'est plus de 68%. Et là, c'est pareil, c'est pas 95%, mais c'est plus de 95%. Là, j'ai plus de 95% de l'air sous la courbe. C'est-à-dire, j'ai 0,95 unités d'air. Quand je m'écarte de 2 sigma, et quand je m'écarte de 3 sigma autour de la moyenne, je suis quasiment 100%, donc je suis à 97,7%.
Donc vous voyez, ça c'est important, cette courbe en cloche, puisque souvent ça représente, souvent on regarde la moyenne et on regarde combien on s'écarte de la moyenne. Si on est souvent dans les 95%, souvent on prend cette valeur-là. C'est ce qu'on appelle ici l'intervalle de confiance, là, parce qu'ici finalement, ça souvent on va considérer ça comme les risques qui peuvent arriver, avec 5% d'erreur, les risques ou les erreurs, ça dépend ce qu'on considère. Donc ça souvent c'est l'intervalle dit de confiance à 95%. On verra ça dans le chapitre qui va suivre donc la semaine prochaine. Des questions? Non, c'est bon. Donc ça c'est pas bon, c'est dans le cours mais on l'utilise très peu au final. On va surtout l'utiliser dans le chapitre suivant. Mais on le voit ici parce que ça s'y prête. C'est l'occasion. Ça va être échantillonnage. Je sais plus le titre. Il y a un mot échantillonnage dedans. Échantillonnage, je crois tout court. Alors dans le livre, ça s'appelle quoi? Statistique et estimation dans le livre. Mais moi, j'appelle pas ça comme ça. Échantillonnage, j'appelle. Ensuite, là, la fameuse loi qui est l'approximation normale d'une loi binomiale. Donc ça, on l'a déjà vu. Souvenez-vous, pour introduire la loi normale, je vous ai dit que si on prend une suite de variables aléatoires de loi de binomial de paramètres NP, on avait donc pour un n suffisamment grand que la probabilité de cette variable qu'on a construite finalement revient à un calcul d'intégrale. D'accord? Pour ça, j'aimerais quand même, bon, ce que j'ai pas refait, je trouvais que la personne qui avait là-dessus mieux, enfin, le ferait mieux que moi. Donc là, on va regarder ensemble cette vidéo. Et c'est parti, je crois que c'est... On va voir. Le théorème. Est-ce que vous entendez le son à chaque fois? Vous l'entendez? Sinon, je vous le mets en bas. On va regarder la vidéo ensemble. Là. Vous pouvez le regarder. Je vous la mets ici. Est-ce que vous entendez le son qui sort de mes... Est-ce que vous entendez le son, en fait, qui sort de la vidéo? Est-ce que la vidéo est... Non. Alors, je vous le dis. Ouvre la place que j'ai remis. Oui, c'est bon. On entend. Ok, donc on va écouter ça. Alors, ça dure 23 minutes, mais on va pas mettre les 23 minutes. Je sais pas, je vais m'arrêter au bout d'un moment. Ça va durer à peu près 10 minutes maximum. Je m'en souviens plus. Alors si on le lit, eh bien, on trouve ça extrêmement abstrait. Donc on va l'expliquer pas à pas et vous allez voir que finalement ça n'est pas si compliqué. Alors commençons à le lire. On nous dit soit grand X, une variable aléatoire qui suit la loi, ici B ça veut dire binomial, donc qui suit la loi binomiale de paramètres n et p. Et la première chose à comprendre, puisqu'on nous parle de loi binomiale, c'est que si on représente une loi binomiale, qu'est-ce qu'on obtient? Alors regardez, ici je vous ai justement représenté une loi binomiale pour bien comprendre. Alors ici on peut faire varier n, regardez je fais varier n, je peux faire varier également p. Alors ensuite il faut bien comprendre que si grand X suit une loi binomiale, grand X c'est une variable aléatoire discrète. Ici n, le premier paramètre pour 65, ça veut dire que cette variable elle prend toutes les valeurs de 0 jusqu'à 65, que les valeurs entières. C'est ce qu'on voit ici, on va de 0 jusqu'à 65. Alors pourquoi si grand X prend des valeurs que entières, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, on n'aurait pas plutôt des bâtons plutôt que des rectangles? Est-ce que au niveau du son vous entendez bien, ou sinon vous regardez, vous pouvez regarder peut-être, vous voulez préférer regarder vous-même d'abord? En fait, le truc, c'est que je pense que l'exploitation essaye d'être intelligent, d'être intelligent quand il n'y a pas assez de son, sauf que du son, il y a à peu près jamais assez de son. Il y a assez de son, mais parfois non, et du coup ça coupe. D'accord. Non, ça va, j'entends bien. Donc de toute manière, vous... Ah. Ça reste D'accord, mais ça reste compréhensible, moi ça me va. Parce que franchement, je dirais à peu près la même chose, mais en moins bien. Donc autant utiliser les professionnels de des vidéos. Comme on a. Alors si par exemple, ici c'est faux, mais si par exemple la probabilité que grand X soit égal à 10 vaut 0,6, comment je représente ceci? Eh bien je me place à 10 sur l'axe abscisse et je trace un bâton de hauteur 0,6. Mais au lieu de faire un bâton de hauteur 0,6, je pourrais faire un rectangle de hauteur 0,6 et de largeur 1. Parce que l'aire de ce rectangle rouge, comme la largeur ici c'est 1, ça fait 1 fois la hauteur, c'est-à-dire 0,6. Donc l'aire de ce rectangle rouge vaut également 0,6, exactement comme la hauteur du bâton.
Et donc, au lieu de représenter cette proba par un bâton de hauteur 0,6, on peut représenter cette proba 0,6 par un rectangle de largeur 1 et de hauteur 0,6. C'est exactement ce qu'on a fait ici sur le schéma. À chaque fois, la largeur des rectangles, ici c'est 1. Et donc, la hauteur ici correspond à la probabilité. Mais la hauteur, comme la largeur du rectangle est 1, la hauteur est également égale à l'aire de chacun de ces petits rectangles. Est-ce que c'est compris ça, ce qu'il vient de dire? Vous l'avez compris? Oui, c'est bon. Voilà, il dit juste que on n'a pas pris des rectangles ou d'un bâton, puisque finalement la proba, on peut l'avoir aussi comme l'aire du rectangle, puisque vu que la hauteur c'est 0,6, d'accord? La hauteur c'est 0,6 par exemple pour ce cas-là, et l'aire du rectangle elle est de 0,6 aussi, puisque la largeur elle est de 1. C'est bon? Donc finalement, l'aire, on peut le voir comme étant la hauteur de bâton. Enfin, la probabilité, on peut la représenter comme une hauteur de bâton, mais on peut aussi la représenter comme une aire de rectangle, mais de hauteur 0,6 et de largeur 1. Du coup, l'aire vaut aussi la probabilité. Voilà, ça c'est important pour comprendre pour la suite. S'il n'y a pas de questions, on passe. Concrètement, si vous voulez lire ici la probabilité que grand X soit égal à 45, soit vous prenez le rectangle qui correspond à 45 et vous regardez sa hauteur, soit vous prenez son aire, c'est exactement pareil, vous trouverez le même résultat. Et donc, si par exemple on vous demande quelle est la proba que grand X soit compris entre 45 et 50, et bien sur l'axe des abscisses, vous mettez entre 45 et 50, et vous faites la somme des aires des rectangles qui sont compris entre 45 et 50, et la somme de ces aires vous donnera cette probabilité. Voilà la première chose à comprendre. Là, j'aimerais rajouter que le fait que, vous voyez l'écran, dans la probabilité que X soit entre 45 et 50, d'accord? Vous me suivez? J'aimerais, oui. Donc je rappelle que X c'est pas une loi normale, hein. X c'est bien c'est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale NP. Donc on avait vu que la probabilité que j'ai entre 45 et 50 succès, si vous voulez, on va voir ça comme ça, c'est aussi la probabilité d'avoir 45 succès, plus la probabilité d'avoir 46 succès, plus la probabilité d'avoir 47 succès, 48 succès, 49 et 50 succès. Donc en fait finalement, calculer cette probabilité, ça revient à calculer toutes les probabilités ponctuelles, donc 45, 46, 47, 48, 49, 50. Donc par rapport au graphique, ça revient à calculer aussi la somme des aires de tous ces rectangles qui correspondent à 45, 46 jusqu'à 50. C'est bon ça? Oui, c'est bon. D'accord, donc là si je prends 45, je prends l'aire de 45, du rectangle pour 45, plus l'aire du rectangle pour 46, jusqu'à l'aire du rectangle de 50. Et la somme de ces aires va me donner du coup la probabilité que d'avoir entre 45 et 50 succès. Parce que là j'insiste, parce que comme on a fait la loi normale, du coup j'ai pas envie que vous croyiez que le grand X là c'est une loi normale, pas du tout. Là on est dans une loi binomiale de paramètres NP, et on n'a pas plus. Donc ne mélangez pas les deux, ça c'est vraiment que vous ayez ça à l'esprit. Alors, deuxièmement, regardez cette courbe, elle devrait vous faire penser à quelque chose, elle a une forme particulière. Alors, faisons varier n, regardez ce qui se passe. Voilà, faisons varier également p. Et bien, la courbe, elle a toujours une forme de courbe en cloche. Et donc, quand vous avez une courbe en cloche, et bien, c'est naturel de penser à une loi normale, parce que la densité d'une loi normale, si on la représente, ça nous donne une courbe en cloche. Alors, ici, je vous ai représenté une loi normale. Vous savez qu'une loi normale, ça a deux paramètres, et sigma. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de faire varier mu et sigma pour que cette courbe coïncide avec notre loi binomiale. Alors, allons-y, déjà on va faire varier mu. Regardez, si je fais varier mu, ça décale cette courbe de la loi normale. Et ensuite, je vais faire varier sigma, et regardez, j'arrive à faire coïncider la loi normale avec ma loi binomiale. On dit que je suis en train d'approcher une loi binomiale par une loi normale. Alors ici, c'est pas tout à fait précis, on va essayer. C'est clair pour tout le monde là? Vous voyez? Tu vois, tout ça, pour l'instant, mais là, ça n'est important, vous voyez que c'est que, là, on voit bien que la loi binomiale, dans sa forme globale, ressemble à une densité de loi normale, et avec certains paramètres. Et c'est ça le terme de Laplace, c'est finalement, on peut remplacer la loi binomiale, pour certaines conditions, par une loi normale, puisque finalement, on a les mêmes phénomènes de probabilité qui sont assez similaires.
Donc là, on va poursuivre. D'ajuster. Alors vous savez que mu, ça correspond à l'espérance, et sigma, ça correspond à l'écart type. Et bien nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'espérance et l'écart type de cette loi binomiale. Alors premièrement, vous devez savoir que quand on a une loi binomiale, l'espérance est égale à n fois p, c'est ce que j'ai rappelé ici, et ici ça vous donne le résultat. Quant à l'écart type, c'est n fois p fois 1 moins p avec une racine de, et voilà le résultat avec ce n et ce p. Et ici, qu'est-ce qu'on observe? C'est que pour faire coïncider ma loi normale avec ma loi binomiale, j'ai choisi l'espérance de ma loi normale égale à 42, très proche finalement de l'espérance de ma loi binomiale. Et donc ce qui serait logique, c'est de choisir un écart type pour ma loi normale qui soit très proche de l'écart type de ma loi binomiale, c'est-à-dire proche, vous voyez ici on a 5,2, ici on a 5,14. Alors regardez, je vais affiner mon mu, je vais me rapprocher de 42,56. Si je l'augmente jusqu'à obtenir 42,56, alors on y va doucement. Voilà, j'y suis presque, on continue. Allez, on est presque. Et voilà. Et mon sigma, je vais faire pareil, je vais mettre à 5, 14. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que ma loi normale, là, elle coïncide pratiquement avec ma loi binomiale. Et qu'est-ce que j'ai eu besoin de faire? Eh bien, j'ai pris pour mu l'espérance de ma loi normale, j'ai pris pour mu l'espérance, exactement l'espérance de ma loi binomiale. Et pour sigma de la loi normale, j'ai pris le sigma de la loi binomiale. Et ce que j'ai fait là, je peux recommencer. Faisons varier n et faisons varier p. Et bien ensuite, j'ajuste mu. Ici, regardez, je vais ajuster mu. Comment je vais faire? Je vais prendre pour mu l'espérance que j'ai ici. Et je vais prendre pour sigma le sigma que j'ai. Voilà, déjà j'ai réglé mu sur la même valeur. Et maintenant, je vais faire pareil avec sigma. Alors, allons-y. Je vais mettre... Bon, là, vous avez compris, du coup, vous voyez que vraiment, plus on s'approche donc des caractéristiques de la loi binomiale, on fait coïncider les caractéristiques de la loi binomiale et de la loi normale, et on voit bien que la courbe, elle colle vraiment donc au bâtonnet de la loi binomiale. C'est bon ça? Oui. Alors, attends, je vais passer parce qu'après, là, il dit à peu près la même chose. Ah non, à un moment donné, je sais plus, j'ai pas retenu les... Bon, on va peut-être faire ça. Je sais plus ce qu'il dit là, je m'en souviens plus. On va passer tout. Et voyez qu'à nouveau, en prenant pour mu l'espérance de ma loi binomiale et pour sigma l'écart type de ma loi binomiale, j'arrive à faire coïncider ma loi normale avec ma loi binomiale. Ensuite, vous ne devez pas oublier que si grand Y suit une loi normale et que vous voulez la proba que grand Y soit compris entre A et B, eh bien cette probabilité, elle est égale à l'air sous la courbe entre A et B. Ça c'est très simple de le retenir. Et donc, si je me pose la question, quelle est la probabilité que grand X qui suit une loi binomiale d'être entre 80 et 85, je me place entre 80 et 85 sur l'axe de l'abscisse et je fais la somme des aires des rectangles qui sont entre 80 et 85. Le problème, c'est que c'est long parce qu'il y a plein de rectangles et qu'il faut en faire la somme. Et donc, comment je peux faire autrement? Eh bien, je peux travailler avec ma courbe représentée en noir ici qui correspond à ma loi normale. Et je fais l'air sous cette courbe entre 80 et 85. Et cette aire sous cette courbe en noir entre 80 et 85, elle est très proche de ce que j'aurais obtenu si j'avais fait la somme des aires des rectangles entre 80 et 85. C'est pour ça qu'on peut écrire que la proba de grand X soit compris entre 80 et 85, cette proba, elle correspond à la somme des aires des rectangles entre 80 et 85, cette proba, elle est très proche de la probabilité que grand Y, c'est-à-dire cette fois-ci la probabilité par rapport à la loi normale, que grand Y soit compris entre 80 et 85. Ceci, ça traduit le fait que l'aire, la somme des aires des rectangles, est très proche de l'aire sous la courbe de la loi normale entre 80 et 85. Ça se traduit comme ceci. C'est bon pour tout le monde là? Oui? Oui. Donc il reste pas grand chose là, je crois qu'après. Dans un exercice d'une valeur approchée d'une proba avec une loi binomiale. Et bien pour avoir une valeur approchée, vous créez une nouvelle variable aléatoire qu'on va appeler grand Y qui suit une loi normale, le même paramètre. Ça veut dire que l'espérance de la loi normale correspond à l'espérance de la loi binomiale et l'écart type aussi. Et ensuite, cette probabilité, la probabilité que grand X soit compris entre 80 et 85, elle est très proche de la même probabilité entre 80 et 85, mais cette fois-ci de Y sur une loi normale.
Alors maintenant, pour que cette proba ou y sur une loi normale soit une bonne valeur approchée de cette proba ou x sur une loi binomiale, il faut que les valeurs de n et p vérifient certaines conditions. Alors là, ça va être important. Donc là, il va vous montrer pourquoi les valeurs... Enfin, il y a des conditions pour que l'approximation entre la loi binomiale et la loi normale coïncide. Pour certaines valeurs de p et de n, ça ne sera pas vrai. Donc là, on va vous montrer pourquoi, enfin, les valeurs qu'on va choisir. D'accord? Alors, regardez, on va déjà faire varier. On va le faire diminuer. Et regardez ce que l'on observe. Eh bien, quand n prend des petites valeurs, la courbe qu'on obtient ressemble de moins en moins à une courbe en cloche. Et quand on fait augmenter n, vous voyez que la courbe qu'on obtient ressemble de plus en plus à une courbe en cloche. Donc la première condition, ça sera que n soit suffisamment grand. Alors, continuons à expérimenter. D'abord, je vais faire diminuer un petit peu n pour qu'on le voit mieux. Et maintenant, je vais faire varier. Regardez, si p prend des valeurs proches de 0, eh bien, la courbe qu'on obtient ressemble de moins en moins à une courbe en cloche. Et de manière symétrique, si p prend des valeurs, regardez, proches de 1, eh bien, là encore, la courbe qu'on obtient ressemble de moins en moins à une courbe en cloche. Donc, l'idée générale que doivent vérifier n et p, c'est d'abord que n soit suffisamment grand, ensuite que p soit pas trop proche de 0 et également que p soit pas trop proche de 1. Et maintenant, on va voir comment ces trois conditions peuvent s'écrire. Alors ces conditions, c'est pas à vous de les trouver, elles sont indiquées dans votre cours. Alors du coup, je vais m'arrêter là. Voilà les conditions. Vous avez compris ou pas du coup? C'est bon? Donc les conditions qu'il va dire, donc c'est tout simplement que lorsqu'on pourra approcher une loi normale par une loi binomiale, on pourra approcher la loi binomiale par une loi normale, pardon. On pourra approcher que si on va supposer que trois conditions, il faut que n soit supérieur à 30, que le produit n fois p soit supérieur à 5 et que le produit n facteur de 1 moins p soit supérieur à 5. Me demandez pas pourquoi c'est ça, j'ai jamais su personnellement. Les professeurs, quand j'ai fait des cours, ils n'ont jamais trop su nous expliquer d'où sortent ces valeurs. Donc voilà, moi je sais que c'est ces valeurs, on les considère comme suffisamment fiables. D'accord? Donc voilà, c'était pour comprendre le théorème qu'on appelle de Moivre-Laplace. C'est que finalement, on voit qu'une loi binomiale, finalement, c'est la forme discrète, si vous voulez, la forme en bâtonnet d'une loi normale. Ok? Sauf que le terme de Moivre-Laplace, lui, il se place dans le cadre centré réduit. Donc on met que des variables centrées réduites, c'est-à-dire que là, on a des variables binomiales de paramètres a, n, p, et de cette variable aléatoire qui dépend de n. C'est-à-dire que n, ici, c'est le nombre de répétitions, je vous rappelle, dans le schéma de Bernoulli. Il dépend de n. Plus le nombre de répétitions est grand, donc, en fait, plus on va se rapprocher d'une loi normale. Mais comme on veut que ce soit toujours centré réduit, on construit cette variable aléatoire zn. D'accord? Parce que xn n'est pas centrée réduite, mais zn elle l'est. Et du coup, on voit que quand n est grand et quand p aussi est suffisamment, on va dire, suffisamment éloigné de 0 et de 1, on a donc que, pour n suffisamment grand, que la probabilité que cette variable grand z, qui a été construite avec xn, soit comprise entre a et b, c'est l'aire sous la courbe. Là, ici, on ferait des sommes de rectangles, si vous voulez, mais pour simplifier la chose, à quelque chose près, c'est l'aire sous la courbe. Est-ce que c'est clair? Alors ça va. Donc là je vois qu'il est 30. On va cet exercice méthode, je vais le faire en vidéo. Je le mettrai dans le questionnaire et vous ferez une application juste derrière. Ça vous va? Oui. Voilà, parce que l'exercice méthode, je l'incrusterai dans le questionnaire 8 et après vous aurez l'exercice d'application lié à cet exercice méthode. Et là on fera un exercice la semaine prochaine. Et après, on passera au nouveau chapitre la semaine prochaine. Donc lundi, on se voit lundi. Toujours même horaire, 16h. À moins que ça change. Peut-être que M. Bassini va peut-être annuler son heure. Vous pourrez récupérer l'heure de dessus. Je sais pas, mais on verra. D'accord ?